Oui, tu vois un but et puis tu te dis pour atteindre ce but-là, quels moyens je vais devoir mettre en place pour... Il y a des moments de doute, tu vas abandonner, tu te dis ah j'ai fait les mauvais choix. Donc là tu dois te dire ah non là c'est pas un mur devant moi, c'est un pont. Parce que j'ai toujours voulu développer cette attitude de personne forte qui n'a pas besoin des autres. Un rock, je voulais être un rock, mais avant tout je suis un être humain. Tout projet, toute ambition est drivé par un rêve. Donc il faut être rêveur. Quelqu'un qui ne rêve pas, pour moi, n'est pas vivant. Certains naissent avec des ailes, d'autres doivent se les construire souvent dans la douleur. Aujourd'hui, on accueille un homme dont l'histoire défie un petit peu les pronostics. Ali aurait pu tomber, sombrer et rester dans l'oubli, mais il a décidé de se relever, de se battre et de se construire. Aujourd'hui, il est à la tête de plusieurs investissements. Il gère un patrimoine, mais surtout, il incarne la preuve que tout est possible, peu importe d'où l'on vient. Donc voilà, c'est une leçon de vie qu'on va essayer du coup de pouvoir découvrir ensemble. Alors Ali, est-ce que tu peux nous ramener un petit peu à ton point de départ? Bonjour Ayman, merci de m'avoir invité ici. Donc, je m'appelle Ali Dakhala, né le 24 février 1990 à Dakar, à Pasteur. Donc, mon parcours est un peu atypique. À 3 ans, bon, j'avais la méningite, donc j'étais voué à mourir. On m'a rapatrié, on m'a amené à Bordeaux, on m'a sauvé la vie. J'ai eu des séquelles, un strabisme. Je suis revenu à Dakar. Avec le temps, cela s'est résorbé. À 7 ans, si tu veux, mes parents sont divorcés. Du coup, j'ai connu, on va dire, l'abandon. Il y a eu encore des séquelles, c'est-à-dire j'étais dyslexique. Je devais faire un suivi paramédical, voir des orthophonistes. Et donc, de là à là, bon, après dans le milieu scolaire, c'était plus compliqué. Quand tu arrives en classe, les professeurs te demandent « Alors les enfants, qu'est-ce que vos parents font à l'école ?» Toi, tu as connu l'abandon. C'est très difficile de dire « Ah, mon père fait ceci, ma mère fait ceci. » Donc, du coup, tu dois improviser. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire. Mon instinct, si tu veux, de survie naissait. Je ne voulais pas développer une forme d'égard de pitié ou preuve de faiblesse à l'égard de mes amis. Donc, j'avais une deuxième option qui était faire rire les autres. La plupart du temps, les gens qui font rire les autres, c'est des personnes qui ont le plus souffert. Donc aussi, développer l'humour, c'est une certaine forme d'intelligence. C'est ce que j'ai essayé de faire durant mon parcours. Je pense que c'est ça qui m'a aidé à développer cette carapace et ne pas être vulnérable dans le monde dans lequel on vit. Bien sûr, et puis l'humour dont tu parles, c'est aussi une façon de détourner un petit peu l'attention. Et donc du coup de te protéger aussi un petit peu par rapport à ça. À ce moment-là, dans ta jeunesse, est-ce que tu avais des rêves? Ou tout simplement, est-ce que tu pensais que c'était possible de pouvoir voilà, évoluer ou voir les choses différemment que dans le contexte dans lequel tu as grandi? Écoute, pour moi, quelqu'un qui ne rêve pas n'a pas d'ambition. On doit être drivé par des rêves. Parce qu'aujourd'hui, comme on dit, la personne qui vise la lune retombe sur les étoiles. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui est tout né d'un rêve, tout projet naît d'un rêve. D'abord, on rêve, plus vient l'idée, plus vient le plan, l'action, et on aboutit à l'aboutissement. Donc, quelqu'un qui vient, qui est devant la mer, qui voit l'horizon, et le jour où il a pensé à aller d'un point A à un point B, c'est venu d'un rêve de construire un bateau. Quelqu'un qui voit le ciel et qui veut aller d'un point A à un point B, c'est venu d'un rêve de construire un avion. Tout naît d'un rêve et la plupart du temps, les rêveurs sont pris pour des fous. Mais ce sont les rêveurs qui ont une vision long terme et c'est eux qui changent le monde. Oui, tu vois un but et puis tu te dis pour atteindre ce but-là, quels moyens je vais devoir mettre en place pour pouvoir du coup y arriver. Est-ce que, enfin plutôt, quels ont été les moments les plus marquants, tu sais, les plus durs, tu vois? Est-ce qu'il y a eu un tournant, un déclic, une personne ou une parole en particulier? Écoute, les moments les plus durs, c'était peut-être dans le milieu scolaire, quand les autres enfants ont leurs deux parents, à la sortie de l'école, tout ça, qui viennent, qui les récupèrent. Ou sinon, par exemple, développer toujours cette forme de force pour ne pas être vulnérable, toujours par l'humour et par ceci, par cela, pour ne pas avoir, pour éviter la compassion des autres, la pitié des autres, ne pas te sentir différent
Parce qu'il y a une certaine forme de rejet social aussi. Bien sûr. Donc, il y a des choses qui m'ont aidé, c'est des déclics. Tu as le sport, je peux citer le sport. Tu as la natation. Bon, la natation, ça m'a aidé dans quel sens? Certains vont trouver ça ennuyeux parce que tu fais les mêmes mouvements. Mais quand tu nages, si tu veux, tu es dans les profondeurs de tes pensées. Parce que tu ne vois rien à part les carreaux de la piscine. C'est pour ça que les gens trouvent ça soporifique de nager, nager, nager. Mais tu ne peux rien faire, tu n'es pas étourdi par quelque chose. Alors que quand tu vas dans une salle de sport, tu vas être sur ton portable, en changeant juste ta musique, tu vas dire « Attends, je regarde sur Instagram ». Donc, tu vas être distrait. Tu vas jouer au beach volley à la plage, qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir une fille qui passe en bikini. Bon, façon de parler, c'est sur ta tête. Tu vois la fille, tu es plus concentré dans ce que tu fais. Alors que quand tu nages, tu es focus sur ton objectif, sur ta performance sportive et tu es dans tes pensées. Et c'est une forme de yoga et c'est une thérapie où tu te soignes, la natation pour moi. Bien sûr. Et puis, tu sais, là, par exemple, tu fais allusion à la natation. C'est aussi, comme déjà, tu dis que tu ne te fais pas distraire par l'extérieur, mais en plus de ça, c'est ce silence constant. Donc, autant si tu veux, sur le point de vue visuel, tu te fais pas distraire, mais aussi sur le point de vue auditif, tu te fais pas distraire. Ce qui fait que tu es confronté à un dialogue interne en permanence. Et donc, ce dialogue interne qui t'a servi du coup à faire voilà, une introspection, à définir aussi des plans pour pouvoir voir où est-ce que tu vas aller. Et donc, du coup, voilà, comme tu l'as dit, c'était une forme de thérapie pour toi, du coup. Exactement, pardon pour te couper. Oui, non, vas-y. Quand tu nages, tu te retrouves avec toi-même. Donc, quand tu es, par exemple, devant la télévision, quand tu es à la maison, quand tu es n'importe où, tu es distrait par quelque chose. Alors que la natation te permet de te retrouver avec toi-même, tu te canalises, et aussi c'est le meilleur sport, la natation, pour le corps, c'est-à-dire c'est le meilleur sport pour le dos. J'ai eu une hernie discale. C'est ça qui a permis de résorber cette hernie discale. Donc aujourd'hui, c'est le meilleur sport pour tous les membres du corps. Tu ne subis pas le poids de ton corps. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un sport qui est un peu délaissé, et bon, à juste titre, quoi. Ouais, par rapport à la natation, alors c'est vrai que c'est un sport qui est très intéressant, qui n'est pas soumis à impact. Mais même si les impacts peuvent être aussi bénéfiques pour l'organisme, mais je vois dans quelle direction tu veux orienter la natation par rapport à ton bienfait à toi. Et je suis d'accord avec toi sur le principe que ça peut être utilisé beaucoup à titre thérapeutique. Par exemple, une personne qui est en phase, par exemple, de dépression ou ce genre de choses, souvent on leur recommande de faire déjà des activités en extérieur, la natation, ou alors du coup de se rapprocher un peu plus de la nature, comme faire de l'équithérapie ou ce genre de choses. Maintenant, si on revient un petit peu du coup sur le sujet, comment tu t'es reconstruite, hein? Bon, comment je vais restructurer? Si tu veux d'abord avancer en termes de déclic, tu en as deux autres, mais c'est des déclics, on va dire, plus spirituels que sportifs. Donc, moi, à l'époque, je partais avec mon père, toujours, quand il y avait la Tabaski et la Korité, on partait au cimetière. Et il y avait mes grands-parents qui sont ses parents à mon père. Et du coup, je partais souvent me recueillir sur la tombe, je priais et tout. Et je leur faisais des recommandations. Je leur disais, par exemple, j'ai des difficultés dans tel domaine, j'ai des difficultés dans tel domaine, si vous pouvez m'aider. Et j'avais toujours cette aide qui se faisait. Je te donne un exemple, même par exemple, quand je voulais sortir avec une fille, je leur disais, si vous pouvez me donner un signe que cette fille est la bonne ou pas. Mon anniversaire arrive, cette fille, on est hyper complices, elle me souhaite pas joyeux anniversaire, je comprends que c'est un signe et c'est pas la bonne. Mais je te parle, bon, comme ça, mais voilà. Donc, de manière générale, il y avait toujours ce signe et je me sentais toujours guidé par une petite étoile, donc j'étais protégé. Donc, je me sentais jamais seul. Et l'autre cas spirituel, c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, ma grand-mère maternelle, donc elle cherchait toujours à atténuer, canaliser, qu'il n'y ait pas de tension dans la famille, tu vois, et que la famille paternelle, à mon égard, ne soit pas dénigrée, que la famille maternelle ne soit pas dénigrée. Elle m'apprenait, si tu veux, à aimer tout le monde. Elle prenait la paix et tout ce que tu veux, toutes les convictions et les valeurs possibles. Donc un jour, elle a eu l'AVC et elle est rentrée dans le coma. Et à la sortie de son coma, elle n'arrivait plus à parler. Et elle n'arrivait plus à marcher. La seule chose qu'elle savait dire, c'était Allahu Akbar. Donc, quand elle voulait boire, elle disait Allahu Akbar. Quand elle voulait manger, elle disait Allahu Akbar. Quand elle entendait quelqu'un se disputer, elle disait Allahu Akbar. Elle savait rien dire à part ça.
Donc à partir de là, si tu veux, ma foi est née, surtout venant d'une personne qui prônait l'amour, la paix, le partage. Et donc ça a été un déclic dans le côté, si tu veux, spirituel, où je me suis dit, ah, il y a la foi, la divinité, donc ça veut dire que il y a le bien, il y a le mal. Donc à cet âge, c'est où j'étais adolescent, j'aurais pu basculer de l'autre côté. Et je me suis dit, non, fais confiance à Dieu et le meilleur est à venir. Et quand je te demandais du coup comment tu t'es reconstruit, c'est est-ce que tu as commencé par quoi en fait? Par exemple, par tes études, par tes formations, par le travail? Qu'est-ce qui t'a permis du coup de pouvoir d'avancer vraiment concrètement, tu vois? Si tu veux, moi j'ai toujours été quelqu'un de nul à l'école. J'aimais pas travailler, bon, je jugeais que il y avait plus d'urgence ailleurs. Et quand il y a eu le divorce de mes parents, j'étais en 9e au 2e trimestre, je devais redoubler. C'est ça que mes professeurs me disaient, je devais redoubler. Mais quand il y a eu le divorce, il y a la sœur de mon père qui m'a dit d'aller vivre chez elle. Et du coup, il y a eu un meilleur suivi, un meilleur encadrement. Elle a donné sa vie, sa personne, elle a mis de côté ses rêves, mis de côté ses projets. Donc j'ai une certaine forme de reconnaissance parce que, si tu veux, j'étais la brebis égarée qui était vouée à l'échec, quoi. Donc elle m'a pris, mes sœurs et moi, elle nous a permis de nous reconstruire. Donc elle me suivait à l'école, c'est-à-dire dans les cours particuliers, elle m'a mis autour de moi plusieurs professeurs dans chaque matière. Elle a instauré un cadre. Un cadre, exactement, un cadre équilibré et tout. Et du coup, j'ai fait une remontada, comme on le dit, quoi. Les professeurs n'ont rien compris. Ils se disent, le gars là, c'est un tocard, il passe de génie, tu vois. Donc, j'arrive à être un bon élève, on va dire, jusqu'à la phase de 3e. Et là, on va dire que les cours commencent à être un peu complexes pour elle. Et elle a enlevé un peu sa main, mais elle me laissait toujours, si tu veux, entourée de professeurs qualifiés. Mais le fait de ne pas être assisté par elle, je me disais, bon, voilà, je me sens un peu libre et tout, donc je délaissais un peu les cours, quoi. En plus, c'était en période d'adolescence, il y avait les filles, il y avait ceci et cela, les copains et copines et tout. Donc voilà. Et donc, du coup, je continuais à avoir de mauvaises notes en seconde et en première. En première, je devais redoubler. Donc, les professeurs, c'est le verdict. Mais à l'époque, il y avait une manière, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, si les parents signent, tu peux passer en classe supérieure. Oui, c'est vrai que c'était comme ça avant. Voilà, je ne sais pas si c'est le cas toujours. Et du coup, je dis à ma tante qu'il y a une possibilité de signer pour que je parte en terminale. Et que j'ai le bac. Elle me dit non, non, je n'accepte pas parce que si jamais tu vas en terminale et tu échoues, tu n'as pas ton bac, je veux pas que les gens se mettent à parler, le fils d'un tel a raté et n'a pas eu son bac, quoi, tu vois. Surtout dans nos communautés où Ah, voilà, l'échec c'est pas la personne qui commet l'échec, c'est la famille générale Exactement. dégradée. Exactement, tu as tout compris. Mais moi, je me dis que je suis un gars, tu vois, qui est chanceux. Après, bon, la chance, on la provoque, mais sur un malentendu comme ça, peut-être sur le fil, chaque année, ça passe, quoi, tu vois. J'ai eu mon brevet, c'est passé, je ne sais pas comment. Donc, je me dis, peut-être sur un malentendu, ça peut passer. Donc, c'est là où je viens, je vois un membre de ma famille, et je lui dis, écoute, est-ce que tu peux signer à la place de mon père, quoi? Et cette personne me dit, écoute, tout a un prix dans la vie. Je me suis dit, déjà, ça commence comme ça, tu vois. Et je dis, bon, c'est quoi le prix? Et elle me dit, bon, je peux donner 10 000. Et je dis, ok, j'avais des petites économies et tout. Et je lui ai donné 10 000. Elle a imité la signature de mon père. Et voilà, je donne à l'école et je passe en classe supérieure. Et je reviens voir ma tante. Je vois ma tante et je lui dis, en fait, que c'est bon, les professeurs ont dit qu'en fait, j'ai des capacités, mais je ne les exploite pas. Du coup, ils me donnent une chance et je passe en terminale. Elle me dit, ah, c'est bien, c'est top. J'arrive en terminale, j'ai 4 de moyenne, je suis voué à l'échec. J'arrive au bac, je vais chercher mon nom à l'oral. C'était ma seule chance. Je ne trouve pas mon nom. Bon, je me dis, bon, il n'y a pas de surprise. J'ai 4 de moyenne, donc je n'aurai pas mon bac. Et j'arrive, j'ai des amis qui me disent, viens voir. Tu l'as d'office. Je vois si c'est pas une erreur, je vois bien mon nom. Je demande le relevé de notes, je me dis, il y a un problème, il y a anguille sur roche, quoi. Je vois, j'ai 10,07. Si j'avais 2 points au moins en sport, je passe à l'oral. Donc, je ne sais même pas comment j'ai eu. Après, j'ai fait un BTS. Et de là à là, j'ai fait des stages. Et durant mon stage, bon, j'ai déposé dans une société qui est dans la vente de mobilier et des petits objets.
Et de là à là, on m'a dit que si jamais, après ton cursus scolaire, tu veux intégrer la boîte, tu es le bienvenu. Donc de 2010 à aujourd'hui, on est en 2025, ça fait 15 ans que je suis 15 ans. Quel rôle a joué un peu ton état d'esprit, ta façon de voir les choses? On va dire, je suis quelqu'un de positif toujours. Toujours positif, je dédramatise la chose. Même s'il y a un malheur qui arrive, on positive et on redevient plus fort. La plupart des personnes, si tu veux, quand elles connaissent l'échec, elles voient un mur. Mais moi, je ne vois pas un mur, je vois toujours un pont. Si tu veux, tu passes par ce chemin pour aboutir à une destination qui sera meilleure. Et même dans mes comportements de tous les jours, j'essaye d'adopter une attitude positive. Donc, si par exemple tu marches dans la rue, quelqu'un va m'insulter à moi personnellement ou insulter un membre de ma famille, j'ai deux possibilités. Soit je lui réponds, soit je l'ignore. Quelles sont les conséquences dans les deux cas? Si je lui réponds, il me répond, on vient en main, on se retrouve tous les deux à l'hôpital, je paye la radio, 100 000 francs, ok d'accord, je vais absence médicale, je ne vais pas au travail. Qu'est-ce que j'ai gagné dedans? Pas grand-chose. Deuxième option, je ne réponds pas. Donc je viens, la personne m'insulte, je l'ignore. Ces 100 000 francs que j'aurais mis par exemple dans une radio, je peux les prendre et aider un membre de ma famille. Et je ne m'absente pas au travail, ma réputation n'est pas mise en jeu. Et il y aura toujours, on va dire, la loi divine et que si cette personne m'a insulté, voilà, elle va être sanctionnée. Elle paiera le prix tôt ou tard. Voilà, etc. Aujourd'hui, tu as un poste à haute responsabilité du coup à l'étranger, donc au Gabon, de ce que je sais. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ça, par rapport à là d'où tu viens? Déjà, ça a été, je veux dire, de m'expatrier. Bon, c'était involontaire de ma volonté, quoi, mais m'expatrier, ça a été une libération. Parce que quand j'étais jeune et que j'avais toutes ces difficultés pendant mon enfance, j'écrivais. J'écrivais beaucoup pour extérioriser mes pensées. Ça me faisait du bien à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, tu t'en parlais pas aux gens, Voilà, tu ne parlais pas à ton entourage. Voilà, parce que j'ai toujours voulu développer cette attitude de personne forte qui n'a pas besoin des autres. Un rock, je voulais être un rock, mais avant tout, je suis un être humain. Et tout être humain, tout homme avec grand H, a des sentiments, a des émotions. Donc même si il y a la distinction entre l'être et le paraître. Donc j'écrivais beaucoup pour extérioriser mes pensées et pour me faire du bien, pour me soulager. Et aussi le fait d'être à Dakar, si tu veux, il y a des lieux, des endroits qui me remémoraient des mauvaises choses de mon enfance, de mon passé. Donc je n'arrivais pas à me délivrer de ça. Donc le fait de m'être expatrié, je ne vois plus ces mêmes endroits. Donc je me détache, si tu veux, des anciens moments, des mauvais endroits et tout, où j'ai eu de mauvaises expériences. Et tout ce que j'écrivais, je les avais amenés avec moi à l'extérieur. J'ai vu l'océan et j'ai déversé tous ces documents, toutes ces pages, toutes ces lignes, tous ces moments négatifs dans l'océan et je voyais l'horizon au loin. Et je me suis dit que tout ce qui est toxique pour moi s'évaporait vers l'horizon et j'étais libre de mes écritures, je me détachais de ça. Et le fait de ne plus revoir les endroits en question, je me détachais de ça et là, j'étais enfin guéri. Oui, donc le fait de faire l'action que tu viens de citer, ça t'a permis de créer on va dire, une seconde, je dirais pas chance, mais une seconde vie et te dire, ok, bon, maintenant, je pars avec d'un nouveau point, c'est un nouveau point de départ pour moi et puis bah voilà, tout ça, je le mets de côté et j'accepte maintenant de pouvoir me sentir bien, me sentir heureux et j'accepte que ce passé fasse partie du passé, de passer maintenant à autre chose. En plus de ton travail, tu es aussi un investisseur. Tu as notamment en immobilier et en bourse. Comment est-ce que tu en es arrivé là et pourquoi c'était important pour toi? On va dire que j'ai vu tous les sacrifices que ma tante a eu à faire et l'ensemble des membres de ma famille ont eu à faire parce que c'est une famille qui est très altruiste, qui aide beaucoup son prochain et qui a des priorités dans la vie. Donc aujourd'hui, où certains vont chercher à avoir la plus belle voiture, la plus belle maison, la plus belle Rolex, faire le tour du monde, dans notre famille, l'avantage c'est qu'elle est très unie, très solidaire. Donc la priorité c'est aider l'autre. Donc je voulais être
parmi eux, c'est-à-dire continuer à aider les autres. Et deuxièmement, j'avais eu des galères, c'est-à-dire des fois je voulais sortir avec mes amis, je n'arrivais pas parce que j'avais pas d'argent de poche. Donc il y avait une exclusion sociale, on va dire. Et c'est pas plus mal dans le sens où des fois il y a des endroits qui sont négatifs et qui peuvent te faire basculer fréquentable. voilà, de l'autre côté. Et donc, du coup, à 20 ans, je voulais juste économiser et, et si tu veux, avoir cette liberté financière et ne pas dépendre des gens et prendre ma revanche surtout sur la vie. Donc, j'ai économisé et j'ai investi dès très tôt dans l'immobilier. Mais je n'avais pas la liquidité parce que l'immobilier nécessite beaucoup de liquidité. Un capital important. Un capital important, donc j'ai essayé de voir. Tu passes par les banques, le taux est énorme, il est très élevé. Donc, je te dis, écoute, la seule manière d'investir dans l'immobilier, ça peut être les terrains. Mais le problème, en Afrique, là, au Sénégal, on va dire, 1% des terrains, il y a des titres fonciers, quoi. Donc, tu peux acheter un terrain et l'autre te dit, non, ça appartient à 3 personnes. Je voulais pas rentrer dans ça. Oui, après des litiges. Les litiges, part sur des tout, fausses. voilà, je voulais pas rentrer dans ça. L'appartement, tu te dis, c'est plus safe, c'est plus tranquille, mais tu n'as pas de liquidité pour acheter un appart. Donc, tu vas sur des projets où tu payes avec l'avancée des travaux. Et j'espérais que les délais soient à chaque fois retardés pour être sûr d'être voilà, ouais, pour pouvoir. Si tu veux payer les échéances, attends, tu vois, et ne pas être court-circuité. Mais après, dans la vie, voilà, tu as toujours des aléas et tout. Ou bien je rêvais trop grand. Et là, j'ai vu que, bon, je commençais, ça allait être compliqué pour pouvoir suivre les échéances. Et j'ai proposé à un de mes cousins, je lui ai dit, écoute, je te propose quelque chose. On rentre dans un projet immobilier, toi et moi. Et moi, je paye quand je peux. Toi, tu payes quand tu peux. On finit de payer ce projet à 2. Après, on passe à un autre projet. Et à la fin, on se les divise à part égale. Tu vois, donc ça permet d'activer des leviers et de ne pas passer par les banques. Et donc, si tu veux, ça, c'est le projet immobilier. Après, tu as la bourse. Pendant le Covid, on était en 2020. Donc, il y a eu le confinement total. Tout le monde se retrouvait dans les maisons et tout. Il y en a qui ont fait des dépressions parce qu'ils ne pouvaient plus sortir, ils se sentaient plus vivants et tout. Mais moi, j'ai vu en ça une opportunité parce que tu as plus de temps. Et quand tu as plus de temps, tu peux te former, tu peux faire du développement personnel, tu peux ressortir plus fort de cette expérience. Donc, de là à là, je me suis dit, quelles sont mes passions? Qu'est-ce que j'aime? J'ai toujours eu ce côté adrénaline. Et la bourse m'a toujours passionné. Tu regardes les films à New York et tout ça, tu vois. Donc, je dis le loup de Wall Street, tout ça. Je rêvais de ça. Et je me suis dit, OK, forme-toi. C'est le Covid, forme-toi, tu n'as rien à faire. Donc, je me suis formé. J'ai développé des compétences. J'ai ouvert mon compte en bourse. Et il y avait des sites internet, des forums où je disais, telle action va monter. Et voilà pourquoi. Il y en a qui étaient dans le forum, des investisseurs. Ils ont acheté ces actions. Et si tu veux, ces actions ont explosé. Et c'est là où j'ai gagné en notoriété. Après, il y a eu un groupe WhatsApp qui s'appelle BRVM Share. On est plus de 700 personnes à l'intérieur. On m'a intégré dans le groupe grâce à cette notoriété. Et on m'a pris comme un peu un magicien parce que j'avais une vision. Et du coup, de là à là, c'est un peu comme une famille où quelqu'un est spécialisé, par exemple, dans le domaine bancaire, l'autre est expert comptable, l'autre maîtrise les matières premières. Donc, chacun donne du sien pour avoir les meilleurs résultats et atteindre cette liberté financière. Et ce groupe même, c'est un groupe fraternel, c'est-à-dire on ne parle pas de Messi, de Ronaldo, de Shakira, de tout ça, tu vois. C'est vraiment liberté financière, réussir. On est obnubilé que par la réussite. Et des fois, par exemple, il y a des bonnes actions. Je peux ne pas dire cette action va décoller. Je sais qu'elle va décoller, mais le fait de ne pas dire, le cours de l'action va baisser, par exemple, parce que moins d'acheteurs, l'action baisse. Tu l'achètes à un prix bas. Oui, j'achète à prix bas, j'accumule plus. Et quand il y a une hausse, j'en profite plus. Ouais. Mais je ne suis pas du tout comme ça. C'est-à-dire, je suis vraiment altruiste et je disais aux gens, les gars, cette société va exploser. J'expliquais pourquoi. Parce que si tu veux, je suis un peu comme le gars à l'école qui est en terminale, qui a son bac. Et je vois mon pote, mon camarade de classe, qui ne l'a pas. La victoire n'est pas belle. Tu ne peux pas fêter et jubiler devant lui. Alors que quand tu es dans une classe et tout le monde a son bac et tout le monde jubile, et là, tu peux fêter comme il se doit, tu vois. Donc, il y a ce côté altruiste et cette revanche sur la vie, j'ai envie de créer un impact. J'aime bien créer cet impact et dire aux gens que tu peux partir de rien, mais c'est à toi d'écrire ta légende. Voilà. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que
au Sénégal, enfin du coup en règle générale en Afrique, euh, on n'a pas de retraite. Je veux dire par là que la retraite, on doit se la construire soi-même. Soit on va travailler jusqu'à ce que Dieu nous prenne, ou soit du coup, on va pouvoir se créer des opportunités et qui vont nous permettre d'avoir du coup une certaine sécurité, voilà, financière. Donc, d'où l'importance, je pense aussi pour nous de se dire, ok, il va falloir qu'on arrive du coup à investir dans l'immobilier, enfin dans la pierre ou dans la bourse, ce genre de choses, parce qu'on se dit que par la suite, bon bah, on va pouvoir être rentier de quelque chose, donc on va pas être prisonnier d'un travail toute notre vie, ou alors dépendre peut-être un jour de nos futurs enfants qui du coup eux nous prennent en charge ou ce genre de choses, contrairement à ce qu'on pourrait retrouver dans une comment dire, une société un peu plus européenne, tu vois, où voilà, l'État contribue parce qu'ils font une cotisation pour ce genre de choses. Donc, dès étant jeune, il faut qu'on arrive à penser de cette façon-là assez tôt et donc on puisse voilà, se créer je pense, cette sécurité. Quel conseil tu donnerais du coup à ceux qui veulent débuter ou tu sais, qui ont un petit peu peur ou qui pensent que c'est pas forcément pour eux? Donc, avant de parler de conseils, je pense qu'à mon avis, le système va s'effondrer. Parce que le système en Europe, par exemple, il marche parce qu'avant, il y avait plus de jeunes que de vieux. Maintenant, tu as 3 vieux pour un jeune. Les gens n'arriveront plus à payer ces retraites-là. Donc, à mon avis, je pense que le système va s'effondrer. Mais le principal responsable de cet échec, c'est l'école. Où on pense que quelqu'un qui sort de l'école et qui fait des grandes années d'études va réussir, bon, sauf dans certains domaines, je veux dire, de la médecine, il faut faire des études et tout ça. Oui, les ingénieurs, Les ingénieurs, ça, oui, bien sûr. Il y a quelqu'un qui veut faire du commerce, et même, bon, l'école, en fait, où je condamne un peu l'école, c'est que l'école t'apprend pas à payer tes impôts. L'école ne t'apprend pas à gérer ton patrimoine. L'école ne t'apprend pas à avoir cette liberté financière. L'école te dit juste, apprends Napoléon, Charlemagne. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de Napoléon, Charlemagne? C'est qui ces gens-là? On veut même pas savoir c'est qui. Nous, c'est notre avenir, c'est notre famille, c'est mettre bien tout le monde, tu vois. Et en fait, l'école doit mieux orienter, tu vois, l'éducation de l'enfant. Moi, je préfère jouer au Monopoly qu'aller à l'école, quoi. Parce que le Monopoly, ça te permet d'apprendre à gérer un patrimoine. Tu achètes des biens, quelqu'un vient, tu payes un loyer, tu joues, et voilà. Il y a des aléas, carte chance, communauté, tout ça. Là, ok, je préfère Monopoly que ça. Et l'école te dit, en fait, tu dois emprunter de l'argent à la banque, acheter ton bien sur 25 ans, payer après sur 25 ans, tu dois aller en vacances, être salarié, aller en vacances. Quand tu reviens de tes vacances, tu n'as plus d'argent, tu es esclave du système, tu fais avance sur salaire, et voilà, c'est un engrenage, et au final, tu vas travailler toute ta vie jusqu'à 60, 65 ans, 70 ans. Donc, moi, ce que je recommande, Sans parler des intérêts de la banque. sans parler des intérêts de la banque, moi, ce que je recommande, par exemple, c'est que les gens doivent investir. Il y a des gens qui me disent, ah, j'ai pas de bien immobilier, j'arrive pas à investir, j'arrive pas à atteindre ma liberté financière, je galère, mais je les vois chaque année, ils sont en vacances, c'est pas les plus belles vacances. Tu vois, moi, je suis là, je suis un gars, on va dire, regarde, je suis un gars avec un bracelet, un collier, tu vois, je reste humble en t-shirt et tout, j'ai pas de Rolex et tout, je voyage pas. Oui, tu vis simplement. Je vis simplement, mais parce que j'ai d'autres priorités. Et par exemple, l'immobilier, ça peut être compliqué parce que ça nécessite beaucoup de liquidité. Mais aujourd'hui, investir en bourse, c'est accessible à tout le monde. Ouais. Quelqu'un qui vient et qui investit, par exemple, 200 000 par mois, je donne un exemple comme ça, par mois pendant 40 ans, avec les intérêts composés, 10% de rendement l'année, ça te donne 1 milliard au bout de 40 ans. Les gens vont pas me croire. Mais il faut aller sur Internet, taper intérêt composé, vous faites le calcul, vous mettez 200 000 francs, 40 ans, 10% de rendement, et ça va sortir 1 milliard. Quelqu'un comme Warren Buffett, par exemple, il est devenu riche, milliardaire, il gagne beaucoup plus que le CEO de Coca-Cola, alors que lui, il est juste actionnaire de Coca-Cola, Ouais. parce qu'avec les intérêts composés, au bout de 30-40 ans, ces dividendes ont généré d'autres dividendes, qui ont généré des dividendes, et ça a explosé, sa fortune a explosé. En fait, faut soit être bien informé, soit se former. C'est très Et important. faut pas avoir peur de se dire, ok, je passe le premier pas, parce que c'est en règle générale, dans tout, c'est le premier pas qui est le plus difficile à faire. Et se dire, ok, bon, ben, j'essaye ou je me lance. Et puis, parfois, on peut aussi se casser la gueule, hein, mais je veux dire par là que il y a que ceux qui font jamais rien, qui tomberont jamais dans tous les cas. Donc, je pense que dans tous les cas, comme tu le disais aussi au début, la chance, elle se provoque aussi un petit peu. Donc, tout ne sera pas parfait. Il faut accepter, je pense, le fait de tomber aussi parfois. Et puis, c'est pas grave, on se relève encore plus fort. Et puis,
et puis se tourner toujours vers les meilleurs dans un domaine, que ce soit dans le domaine médical. Demain, on veut construire par exemple un immeuble ou ce genre de choses, bon, on va se tourner vers de bons ingénieurs, de bons architectes pour faire quelque chose vraiment de correct. C'est pareil, on veut investir par exemple en bourse, on va se tourner vers des personnes qui savent de quoi ils parlent pour avoir du coup des bons conseils et pouvoir du coup se développer et avancer en ayant le plus de chances possible d'avoir une meilleure sécurité. Sur ça, je suis totalement d'accord avec toi. Le plus important, c'est la formation. Tu peux pas venir et dire je vais gagner de l'argent, par exemple, dans la bourse, sans être formé. Là, tu joues au casino. Le but, ce n'est pas de jouer au casino. Le but, c'est investir dans la société, être un investisseur, avoir un retour sur investissement. Pour ça, il faut être formé pour avoir, si tu veux, tous les éléments pour pulvériser tout. Quelqu'un qui est formé n'a pas de raison pour ne pas réussir, quelle que soit la discipline. Si tu te formes, que ce soit même dans le crossfit, si tu viens, tu vois un professionnel, par exemple, parce que toi tu fais du crossfit, tu vois un professionnel et qui te montre les bons mouvements, tu les exécutes bien. Mais je peux pas, moi, me réveiller du jour au matin et je dis, bon, je vais aller faire du crossfit, je vais me déchirer le corps, tu vois. Mais si je suis bien encadré, je suis bien suivi, à ce moment, je vais être surperformant. C'est Non, bien évident. sûr. Si tu pouvais parler au petit Ali de 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, ne change pas l'homme que tu es, reste toujours entier, et un jour tu seras fier de toi. Et je pense que c'est le mot. Et si tu pouvais parler à ceux qui sont aujourd'hui dans une situation un petit peu de galère que tu as pu connaître, tu leur dirais quoi? De toujours croire en eux, de croire en leurs rêves, d'être discipliné. Et c'est compliqué parce que des fois, par exemple, quand tu es un peu égaré, il y a plus de chances que tu bascules de l'autre côté. C'est-à-dire, tu peux rentrer dans la drogue, tu peux rentrer dans l'alcool, tu peux rentrer dans les casinos, tu peux rentrer dans les addictions. Tu es beaucoup plus vulnérable. Donc aujourd'hui, il y a deux choses. C'est soit tu deviens un homme faible et tu rentres dans toutes ces addictions, soit tu transformes en fait tout ce qui s'est passé en rage. Tu te dis, ok, j'ai galéré, j'ai souffert, mais je vais tout casser. Et c'est ce mindset qu'il faut avoir, de te dire que je vais tout casser, je vais prendre une revanche sur la vie. Et parce que dans la vie, on a la même ligne de départ, mais pas la même ligne d'arrivée. C'est à chacun d'écrire son histoire et de tirer en fait des forces et de l'énergie de toutes les mauvaises expériences. Parce que dans la vie, si tu veux, c'est pas la destination qui est belle, c'est le voyage. Quelqu'un qui est né d'une famille riche et qui est riche n'a pas le même goût d'appréciation que quelqu'un qui vient des profondeurs des abysses de l'océan et qui va dans le ciel. Quoi. Si tu devais résumer, tu vois, en trois piliers ce qui t'a permis d'en arriver là, tu dirais quoi? Je dirais la discipline dans un premier temps, parce que quand tu es discipliné, tu fais les choses bien pour réussir. Aujourd'hui, par exemple, si tu dors 8 heures de temps, 8 heures de temps par jour, tu vas pas en boîte de nuit, tu vas fréquenter, par exemple, tu vas dans les bibliothèques, tu lis des livres, tu te développes personnellement, tu as plus de chances par des réseaux de voir, par exemple, quelqu'un à la bibliothèque qu'en boîte de nuit. Donc, je dis pas qu'il ne faut pas vivre. Je suis pas en train de me braquer et tout ça, mais je dis juste que dans la vie, il faut faire des concessions pour réussir, être discipliné et orienter ses choix de vie. Quelqu'un comme Ronaldo, qui sur le papier, peut-être, avant n'était pas le meilleur footballeur du monde, mais il a fait des sacrifices. Et il fait des micro-siestes. Il fait attention à son alimentation, son temps de sommeil, il fait pas de tatouage. Tout est carré chez Tout est carré. Un gars comme Ronaldinho, ça devait être le meilleur joueur du monde. Mais à 28 ans, le gars a pris sa retraite parce qu'il a choisi l'alcool, les femmes, les boîtes de nuit et tout ça. Donc, tout vient de la discipline. comportement derrière. Exactement. Donc, c'est un point très important, la discipline. La persévérance aussi, c'est mon deuxième point. Il y a des moments de doute. Tu vas abandonner. Tu te dis, ah, j'ai fait les mauvais choix. Donc là, tu dois te dire, ah non, là, c'est pas un mur devant moi, c'est un pont. Donc, tu dois y croire. Tu dois croire à tes idées. Et la troisième option, c'est être rêveur. Parce que comme je l'ai dit, tout projet, toute ambition est drivé par un rêve. Donc, il faut être rêveur. Quelqu'un qui ne rêve pas, pour moi, n'est pas vivant, n'est pas visionnaire. Il faut toujours rêver. Et comme tu l'avais dit aussi, tu peux rêver à vouloir toucher la lune, mais tu finiras peut-être à toucher les étoiles. Exactement. En tout cas, Ali, merci. Ce n'est pas seulement pour moi un simple partage de parcours,
Mais c'est un petit peu aussi pour moi une main tendue à ceux qui se cherchent encore aujourd'hui ou qui ont vécu des passes qui sont difficiles. Ton histoire, pour moi, nous rappelle que chaque homme, même s'il est né dans l'obscurité, peut devenir une lumière, peut-être pour d'autres, et que les rêves n'ont pas besoin forcément d'autorisation pour exister. Donc voilà, tous ceux du coup qui nous écoutent, souvenez-vous que là où vous êtes né, ça ne définit pas forcément l'endroit où vous allez mourir. Exactement, c'est moi qui te remercie, Ayman, de m'avoir invité et j'espère qu'on aura un impact et que tous ces jeunes qui sont dans la galère se disent que, ah non, le soleil ne brille pas pour les autres, parce que le soleil il brille pour tout le monde. Merci Ali. Merci à toi.